Si le malade il est plein de poils, comme un ours, bien, les poils empêchent le contact avec la peau. On ne rase pas le malade parce que les poils repoussent en dessous du timbre. Donc, on ne rase pas le malade. On cherche une place où il n'y a pas de poils. Okay? Une place où il y a moins de poils. Il y en a souvent. Quelquefois, ce sont des endroits, on ne sait pas, par exemple, à l'envers des bras, ici, des fois, il n'y a pas de poils. Dans le cou, des fois, il y a beaucoup moins de poils. Alors que sur le thorax, le poil est florissant. Donc, on trouve un endroit, on n'essaie pas de raser. On fait attention aux gens qui transpirent beaucoup. Puis les gens qui sont des surtranspireurs, on ne peut pas leur mettre de timbre. Il y a une limitation. La limitation est anatomique. Le malade transpire tellement que ça ne colle pas. Le timbre décolle de façon constante et tu ne peux pas t'occuper de lui. Certaines peaux, le timbre ne colle pas. I don't know why. Mais j'ai des malades chez qui je suis incapable de vraiment faire coller un timbre de façon satisfaisante. Je règle quelquefois le problème en mettant un tégaderme par-dessus le timbre. Quelquefois, ce n'est pas la même colle. Puis le tégaderme colle bien, le timbre ne colle pas. Puis si le tégaderme est bien placé, il tient le timbre en place et ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle membrane par-dessus. Puis il peut y avoir des timbres de plus ou moins grande qualité. Les timbres génériques n'étaient pas, surtout au début, toujours aussi efficaces que les timbres qui avaient été faits par les compagnies qui l'avaient sorti. Ceci est moins vrai aujourd'hui. Voilà ici un timbre qui décolle. Et quand il décolle par les coins. C'est pour ça d'ailleurs que les timbres sont rarement carrés au coin, ils sont en arrondi au coin. Parce que le carré, c'est un merveilleux angle qu'on accroche quand on met sa chemise de nuit, etc., puis on le décolle. C'est pour ça qu'on le met en rond. Mais si le timbre se met à décoller ici, là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais à première vue, tu as l'impression qu'il n'y a peut-être que 10 de décollé. Mais quand c'est comme ça, tu peux avoir jusqu'à 30 de décollé, 40 de décollé, tu ne le vois pas bien parce que ça décolle ailleurs. Donc, il faut que le timbre il soit bien collé. L'épaisseur de la couche cornée, bien, la peau des hommes est beaucoup plus épaisse que la peau des femmes. Donc, de façon habituelle, ça va être un peu plus long avant d'équilibrer chez un homme que d'équilibrer chez une femme. La peau peut être anormale. Il y a des gens qu'on appelle de l'ichthyose. L'ichthyose, c'est de la peau comme des écailles de poisson. Ictus, c'est le poisson. Là, tu vois des gens, tu regardes leur peau, elle est raide, rugueuse, pleine de... On appelle ça de l'ichthyose. Bien, si tu fais de l'ichthyose de bonne valeur, mais ça ne passera pas après. Le timbre n'acceptera pas le fentanyl. La peau peut être inflammée. Si tu as une inflammation locale, bien, ça veut dire que tu as beaucoup de circulation en dessous du timbre. Et donc, il est très possible que ta petite chambre adipeuse se vide beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas d'inflammation. Le malade peut être allergique à la colle. Et ça, on voit ça très, très souvent. Quand tu enlèves la colle, tu vois qu'il y a un petit carré rouge en dessous du timbre, qui est exactement à la surface où était le timbre. Là, tu sais que le malade est allergique. Comme ce carré rouge t'indique qu'il y a plus de circulation sous la peau, parce que ce que tu vois, le rouge, c'est le sang qui est rouge, tu vas donner un petit peu de cortisone, ou une forme de cortisone. Cortisone qu'on donne dans les poumons, du Flovent. Tu mets ça sur la peau, puis là, la cortisone empêche la réaction allergique. Tu peux, une fois que c'est bien sec, tu peux remettre ton timbre et ça règle la question de l'allergie locale. Ce n'est pas souvent que ça arrive, mais ça se voit. Le site où on met le timbre est également important. Si je mets, voici des comparaisons de sites pour l'absorption d'hydrocortisone. Ce n'est pas du fentanyl, mais ce n'est pas grave. C'est tout ce qu'on essaie de montrer, c'est l'importance du site. Voyez-vous, sur l'avant-bras, c'est une fois. Sur la paume des mains, 0,8 fois. Sur le scalp, la peau du cache, 3 fois plus élevée. Au niveau du scrotum, 42 fois. Donc, mettre un timbre sur le scrotum ou sur le crâne ou sur... ce n'est pas la même chose. Et donc, nous faisons des choix. Le scrotum n'est pas une bonne place pour la raison très simple qu'il est toujours plié. Et le timbre est donc toujours plié et il se décolle rapidement. Donc, jamais j'ai mis un timbre sur le scrotum. Mais cela montre que ce n'est pas la même chose de le mettre n'importe où. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout à l'heure les... Non, pour vrai, vous avez une araignée sur vous. Elle est sur vous, sur votre ventre. OK, c'est bon. J'ai les araignées, merci. Elle était descendue. Je me suis levée pour aller l'enlever. Le site le plus universel, c'est là. Et pourquoi c'est là? Parce que c'est un site où on peut mesurer est-ce qu'il y a du gras.
Comment est-ce qu'on peut mesurer s'il y a du gras? On fait un pli cutané. Là, on peut mettre également dans le dos. Le dessin n'est pas bon, mais ici, le timbre est dans le dos, en suscapulaire. Ici, il est sur l'abdomen, au niveau de la coupe bikini. Et les sites préférés, c'est le deltoïde, le thorax et le bras. Et ce dont on a besoin, c'est de regarder est-ce qu'il y a de la graisse en dessous. Et pour savoir s'il y a de la graisse dans dessus, sur le bras, bien, on a l'os, on a le muscle, on a la peau, puis on a le gras qui est juste en dessous. Alors, je peux savoir combien j'ai de gras ici. Je pince ma peau et je m'en vais peau contre peau. Puis vous voyez l'épaisseur qu'il y a entre les deux peaux? L'épaisseur entre les deux peaux, c'est du gras. Je fais une toute belle démonstration. Je prends peau contre peau. Cette épaisseur-là, c'est du gras. Avec ça, je flotte. C'est, j'appelle ma bouée Michelin, parce que le gras, ça flotte. Hein? L'huile, ça flotte sur l'eau. C'est pour ça, d'ailleurs, que les femmes flottent plus que les hommes, parce qu'elles ont plus de tissu adipeux dans leur organisation, parce qu'un jour, elles auront à faire du lait. Et donc, quelque part, il faut qu'elles soient faites en fonction de ça. Et donc, elles ont un peu plus de graisse que nous autres. Elles flottent un peu mieux. Mais là, ici, on cherche où est-ce que l'on a de la graisse. Bien, on peut ici, avec un appareil, mesurer le pli cutané. Cette petite mesure-là, c'est une façon de le faire. Je ne m'en suis jamais servi parce que mes deux doigts font très bien. Quand je prends mes deux doigts et je fais ça, puis la peau ne se touche pas l'une à l'autre, il y a du gras. Mais si la peau se touche l'une à l'autre, comme ici, par exemple, prenez votre main. Là, ici, c'est une peau contre une peau. Là. Ici, un timbre, c'est 0, parce qu'il n'y en a pas de gras. Puis le jour où je vais être ici, comme ça, c'est sûr que le timbre, ça ne marchera pas. On peut le mesurer. Ça, c'est des mesures avec un instrument qu'on appelle un caliper qui mesure, en fait, le tissu adipeux sous-cutané. On ne s'en sert pas en clinique, mais ça peut être utile dans certaines circonstances. Voilà dans le dos. Quand on va le mettre dans le dos, on le mesure. Avant de mettre le timbre pour la première fois, on regarde si c'est possible. Et il est bien évident que s'il n'y a plus de graisse ici, comment voulez-vous que le fentanyl qui s'en va dans les gras s'accumule dans le gras? Il ne peut pas s'accumuler, il n'y a plus de graisse. Donc, le timbre reste plein de médicaments et le malade n'a aucun médicament. Le transfert devient nul. C'est comme si on n'avait rien donné au malade. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure où il maigrit à la maison, ça va il est de moins en moins bien soulagé par son timbre. Tu augmentes le timbre, mais ce n'est pas mieux. Mais les entredoses, c'est mieux. Ça montre très bien que c'est le timbre qui ne fonctionne plus. Attention à la cachexie. On peut le mettre également sur le thorax, un peu moins bon. Un peu moins bon, on voit ici que chez les patients qui sont cachectiques, titre du papier, les concentrations de fentanyl asthmatique sont plus basses chez les patients cachectiques. Êtes-vous surprise de ça? Bien non. Donc, c'est en 2009, c'est les premières évidences qui commençaient à apparaître qu'il fallait faire attention à la cachexie. Moi, je le savais depuis 2004, mais la littérature scientifique le démontre de façon plus récente. L'implication clinique de notre étude, c'est de dire que le fentanyl sous la peau n'est pas le piacé de choix pour les patients cachectiques qui ont du mal. Pourquoi? Parce que l'absorption transdermique de fentanyl n'est plus optimale. Autre papier qui date de 2007 et qui est sur l'expérience clinique avec les timbres ou les opiacés par voie orale chez les patients qui sont en soins palliatifs. Et on s'aperçoit que quand ils sont cachectiques, ils sont bien mieux contrôlés avec la morphine qu'avec le timbre, parce qu'il n'y a plus d'absorption du timbre. Voilà une femme que j'ai suivie qui a 68 ans. Elle a un néon du côlon qui a avec des métastases au foie et elle reçoit un timbre de 75. Elle est devenue cachective 4+. Sa douleur augmente, et sa douleur augmente surtout la nuit. Alors, son docteur de famille lui donne du MS-Long, c'est-à-dire de la morphine longue action à prendre par la bouche la nuit. Et le jour, elle prend des entredoses, à peu près 10 mg de morphine 3 fois le jour. Donc, elle prend 30 mg de morphine le jour, 30 mg la nuit, elle prend 60 mg de morphine par jour, dans le fond. Elle prenait donc 75 microgrammes de fentanyl, ça veut dire 75 mg sous-cutanés de morphine. Elle prenait 30 de Meslon, ça veut dire 15 sous-cutanés de morphine.
Elle prenait 30 de morphine, un autre 15, ça fait 15 plus 15, 30 plus 75. Elle prenait théoriquement 105 mg de morphine subcutanée et elle était mal soulagée. Et puis, elle a surtout mal le jour, ça va un peu mieux la nuit où elle a une longue action. Je m'aperçois qu'elle n'a aucune graisse sous-cutanée. Son pli cutané est plat, donc le caliper montre que c'est peau contre peau. Elle répond très bien à la morphine, soit en courte action, soit en longue action. Ce n'est pas parce qu'elle ne répond pas à la morphine, peut-être que c'est parce que son timbre ne marche plus. J'ôte le fentanyl et je lui mets du MS-Long 30 le jour et la nuit. Et avec MS-Long 30 le jour et la nuit, ça marche très bien. Qu'est-ce qui s'était passé? La malade est devenue cachective et maintenant, je lui donne la même dose qu'avant, mais je lui donne par la bouche et pas par timbre. Pas de fentanyl chez les patients cachectiques. On ne prend pas de chance. Avec ça, bon contrôle de la douleur, pas de somnolence, confortable. Elle va avoir besoin de 30 mg d'équivalent morphine par la bouche par jour. Il va retrouver le même confort. C'est plus petit que ce qu'elle avait avant. Si l'absorption de fentanyl baisse, les médicaments en longue action vont fonctionner très bien et on va pouvoir donner moins de médicaments que ce qu'on aurait voulu donner avec le fentanyl, parce qu'on avait augmenté le fentanyl parce qu'on pensait que ça ne marchait pas, que la malade n'avait pas assez. Pas parce qu'elle n'avait pas assez, c'est parce que ça ne rentre pas. Alors la dose qu'on lui donnait était surévaluée. Cette madame a 55 ans, elle a un néo du pancréas. Intéressant, le néo du pancréas, parce que le pancréas, ça nous sert à absorber dans le tube digestif. Et quand ça ne marche pas, le néo du pancréas, le tube digestif, il marche mal. Et donc, on va essayer d'éviter le tube digestif avec le néo du pancréas. Elle a eu déjà un stent duodénal, un stent biliaire, ça, c'est des petites choses pour que ce soit que les liquides passent. On a fait une neurolyse autour de son pancréas pour éviter la douleur. Elle est devenue de plus en plus souffrante, de plus en plus cachectique, et elle a un pli cutané plat. Elle prend 150 microgrammes heure de fentanyl. Donc, elle a 3 timbres de 50. Elle prend des entredoses de dilodide sous-cutané. Elle en prend 60 mg par jour, ou l'équivalent, parce que c'est 5 fois plus puissant que la morphine, ou l'équivalent de 300 équivalents morphine sous-cutané. Donc, elle prend en total 150 plus 300, 450. Elle prend presque un demi-gramme de morphine par jour. Elle en prend beaucoup. Elle prend du Tylenol, elle prend du Decadron, elle prend du Lyrica et elle a une douleur moyenne qui demeure à 6 par 10, 5 ou 6 sur 10. Mais quand je lui donne des injections sous-cutanées, elle est très bien soulagée. Et quand je vois je suis absolument certain qu'elle n'absorbe pas, et elle souhaite rester comme ça, mais moi, je ne veux pas la laisser comme ça. Pourquoi? Parce que si cette madeleine va mal à la maison, qu'elle rentre à l'urgence, elle va trouver un interne qui sait très bien faire des calculs d'équivalence, qui va lui donner en équivalent 500 mg de morphine, d'équivalent morphine. Mais en fait, elle ne reçoit pas 500 mg d'équivalent morphine parce que la partie fentanyl n'est probablement pas absorbée. Donc, je ne vais pas la laisser avec un timbre mal absorbant. Si je pense qu'il y a une malabsorption, je vais changer ça pour qu'elle ait des molécules actives. Je crains qu'elle soit surdosée si elle arrive à l'hôpital par un docteur qui n'ait pas fait ce raisonnement-là. Vous voyez qu'on doit se défendre contre nos collègues parce qu'ils ne sont pas tous très savants en matière de douleur. Je vous rappelle qu'en cours de médecine vétérinaire, il y a plus de 400 heures sur la douleur. En médecine humaine, il y en a moins de 70. Alors, on a du travail à faire en maudit pour devenir aussi bon pour la douleur que sont les vétérinaires. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les docteurs s'intéressaient plus à la maladie qu'au malade. Alors, la maladie, ils savaient comment la guérir, mais comment rendre le malade confortable, ce n'était pas dans leur priorité. C'est en train de changer. Et ça change même très vite. Je regarde mes 2 jeunes collègues, là, ici, là, je suis certain qu'ils sont aussi bons pour le contrôle de la douleur que bien de mes patrons n'étaient, sinon beaucoup, beaucoup meilleurs, parce qu'on commence à se rendre compte qu'il faut apprendre ça. Donc, voilà pourquoi nous l'avons rotationné. On a enlevé les timbres. Avant, et on va s'apercevoir qu'elle va être tout à fait bien
avec le 300 mg d'équivalent morphine qu'elle prenait avant quand le timbre était à 0. C'est comme si elle avait une absorption de fentanyl à 0. Elle va devenir parfaitement confortable. Et donc, les timbres étaient négligeables. Les timbres étaient là, mais n'étaient pas absorbés. Voilà une madame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 timbres de 50 de fentanyl sur la peau. Le docteur, la madame était à la maison, il voulait que madame ait moins mal. Chaque fois qu'il venait, elle avait mal, il mettait un autre timbre, puis là, il mettait un autre timbre. Quand elle arrive à l'hôpital, recouverte de timbres, tu le sais qu'elle ne l'absorbe pas. Je vous demande pourquoi, parce que je veux vous convaincre que c'est possible que ça ne l'absorbe pas, puis que c'est insidieux. Parce que tu vois le malade lentement se dégrader. Puis une semaine sur l'autre, tu ne fais pas la différence. Tu le voyais au mois, tu le ferais. Mais là, tu le vois assez souvent que tu ne fais pas la différence. Et donc, insidieusement, le premier signe que tu vas avoir, c'est qu'il y a besoin de plus en plus d'entredoses. Quand cela arrive, tu te poses des questions sur le timbre. Moi, je suis un très pro-timbre. Hein. Je vous ai dit que moi, je suis un fan des timbres, mais avec les limites des timbres. Les malades peuvent avoir également de l'œdème local. Quand là, il arrive avec le ventre plein d'eau, les deux jambes pleines d'eau, les deux bras pleins d'eau, parce qu'il y a, si tu mets un timbre là, ben, ça ne marchera pas. Donc, les femmes qui ont un cancer du sein, avec une ablation, puis un gros bras de lymphédème secondaire à cette ablation, ce n'est pas du cancer, c'est juste la disparition des voies lymphatiques qui a donné ce gros bras-là. Bien, tu ne mettras pas le timbre sur ce bras-là. Tu vas mettre le timbre ici ou en arrière parce que tu sais que l'eau ne sort pas de là. Donc, tu es sûr que le fentanyl ne sortira pas non plus. Right? Très bien. S'il y a un anasarque général, on n'utilisera pas non plus de timbre. Et ça se voit quelquefois. La diffusion transdermique est évidemment très diminuée. L'indication absolue, c'est de cesser le timbre et de passer par voie sous-cutanée. Il est tout à fait possible que le tube digestif soit aussi épaissi que la peau. Et donc, ce n'est pas une bonne idée de passer par la bouche, parce que ce ne sera pas mieux absorbé par le tube digestif que ça va être absorbé par la peau. Une anasarque générale est générale, et ce n'est pas parce qu'on voit juste la partie cutanée qu'il n'y a pas d'anasarque en dedans. Il y en a aussi en dedans. Et donc, je ne donnerai pas de pilule par la bouche, et encore moins de longue action à quelqu'un qui est en anasarque. Je vais lui donner des médicaments, des opiacés en sous-cutané, en injection par voie sous-cutanée. Ou en perfusion par voie sous-cutanée, qui est la même chose et beaucoup plus pratique que des injections en 4 heures. Une petite perfusion où tu mets ta dose de 24 heures dans un sac de 100 ml, puis tu fais marcher à 4 ml à l'heure. 4 ml à l'heure, il y a 24 heures, ça fait 4 fois 24, ça fait 96, ça, ou autour de 95, 96. Les 5 ml qui manquent, ils vont dans la tubulure, et voilà que tu changes ton sac tous les jours et que ton malade reçoit son médicament par voie sous-cutanée, avec une pompe, sans avoir à le donner de façon... et ça marche très bien. Mais ça coûte le prix d'une pompe, puis ça coûte cher. Mais une fois que tu as une pompe, tu sais comment ça marche, c'est parfait. Il n'y a pas d'accident parce que ce n'est pas intraveineux. La pompe ne va pas se mettre à se vider toute seule en 5 minutes parce que c'est par voie sous-cutanée. Par voie intraveineuse, c'est différent. La pompe se vide, elle va se vider right à l'intérieur du tuyau. Puis ici, si elle se vide rapidement, ça fait une petite masse de liquide en dessous de la peau qui diffuse lentement et qui empêche la pompe, le sac de se vider de façon brutale. C'est donc une façon très sécuritaire. La dernière chose qui est importante, c'est la circulation sanguine. Donc, on a vu que le fentanyl descendait, s'établissait une petite chambre adipeuse, partait de la chambre adipeuse pour aller vers le sang. Est-ce qu'on peut moduler la vitesse avec laquelle ça va vers le sang? Certainement. Si on change le flot sanguin local. Par exemple, si on se met à avoir beaucoup de température, il fait de plus en plus chaud, on a de plus en plus de sauts de sang en dessus de la couverture, on va vider d'autant plus vite la petite chambre. Et le contraire s'il fait froid. Donc, les gens qui ont des timbres, on fait attention l'hiver à bien les couvrir. Parce que s'ils sortent dehors, prendre la voiture pour venir à l'hôpital, puis dans une voiture congelée pendant un bout de temps, bien là, pendant tout ce temps-là, ils n'ont plus de transfert de fentanyl. Et le contraire, quand il fait très chaud, ça va créer une vasodilatation locale. Ça, c'est la régulation thermique. Quand il fait chaud,
le sang arrive sous la peau. Quand il fait froid, il n'arrive pas sous la peau. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Voilà un patient qui est obèse, qui est suivi pour des douleurs de Pancourt, c'est-à-dire un cancer du sommet du poumon, du côté droit. Il reçoit du fentanyl 100 microgrammes heure et il est bien contrôlé. C'est le mois d'août, la température se met à monter à 30 degrés centigrades. Il transpire, il est rouge comme un homard, puis au bout de quelques heures, il devient somnolent. Il est amené à l'urgence avec un diagnostic de surdosage. Ils le mettent à l'urgence dans une petite salle qui est... il y a d'ailleurs des évidences de surdosage. Il y a un peu de myosis. Pas beaucoup, parce que le fentanyl en donne très peu. La méthadone n'en donne pas du tout. Right? Donc, le myosis, ce n'est pas un bon signe pour savoir s'il y a une intoxication. Seulement avec la morphine et la méthadone que c'est très bon. Dans les autres cas, ce n'est pas très bon. Alors, lui, il avait quand même un peu de myosis. 4 heures d'air climatisé, le patient redevient complètement à la normale. Bon, parce qu'il est allé chercher trop de fentanyl dans son thème parce qu'il faisait trop chaud. Quand on fait de l'exercice, c'est pareil. C'est vrai aussi pour la nicotine. Les gens qui arrêtent de fumer, qui se mettent un thème de nicotine, qui se mettent à courir, en courant, ils font de la chaleur. En faisant de la chaleur, ils font passer du sang en dessous de la peau. Je le sais parce qu'ils transpirent. S'ils transpirent, c'est parce qu'il y a beaucoup de liquide qui arrive dans les glandes sudoripares. Et là, ils absorbent leur nicotine. On voit que ces gens qui courent ont une augmentation de la concentration plasmatique de nitroglycérine, de nicotine, de fentanyl, de n'importe quel timbre, parce qu'ils ont chaud à l'exercice. Nous, nos patients ne sont pas trop concernés par ça parce qu'ils sont trop malades pour faire beaucoup d'exercice. En général, ils sont assez sédentaires. Enfin, je voudrais vous proposer, et ceci n'est écrit dans aucune revue sur la question. Alors, je m'avance sur quelque chose de complètement neuf, mais vous allez comprendre que le fentanyl, il est liposoluble. Quand le fentanyl, quand le sang, il arrive là, qu'est-ce qui charge le fentanyl? Eh bien, ce sont les graisses qui sont liées à l'albumine. Une molécule d'albumine, c'est comme un tonneau, puis à l'intérieur du tonneau, il y a de la graisse. À l'extérieur, il n'y a pas de graisse, il y a des charges. Et on va coller à l'extérieur toutes sortes de médicaments, la moitié de notre calcium circulant, blablabla. Mais à l'intérieur, il y a 0 charge. Ça, c'est un baril de pétrole. En fait, il y a 3 acides gras à l'intérieur de chaque molécule. Et l'albumine amène l'acide gras au muscle, le donne au muscle, qui lui va le manger. Mais quand il n'a plus d'albumine, bien, où est-ce qu'il va aller, le fentanyl? Donc, quand ton albuminémie est très basse, il n'y a plus de transporteur de fentanyl sous forme d'albumine. Et donc, tu ne peux plus amener tes opiacés là où tu veux les avoir. Donc, l'hypoalbuminémie sévère, pour moi, est une indication à ne pas utiliser un timbre, mais à utiliser une voie qui ne soit pas dépendante des graisses ou un médicament qui est moins lipophile que le fentanyl. Right? C'est modifié aussi quand la pression est basse. Savez-vous que nos patients, quelques minutes avant de mourir, leur pression fait monte puis descend, puis monte puis descend. Puis... Il y a quelquefois la pression artérielle devient tellement basse que l'édème du patient se transfuse dans les vaisseaux. Il y a tellement peu de liquide dans les tuyaux qu'il y a plus de pression dans les tissus que dans les artères. Et le malade s'auto-transfuse une partie de son liquide qu'il avait accumulé parce qu'il était en anasarque, et ça l'aide à remonter sa pression. Puis ça fait qu'en fin de vie, plutôt que ça fait doum, doum, doum. Et ces épisodes d'auto-transfusion vont arriver. Si tu t'es en auto-transfusion avec des pressions qui sont très basses, tu n'es pas du tout sûr de ce qui arrive à ton fentanyl. Et donc, c'est une indication de ne jamais avoir de timbre dans les derniers 48 heures de vie. Jamais. Okay? Même si ça marche bien. Parce que dans 2 minutes, ça ne marchera plus bien. Puis là, tu ne sauras pas quoi faire avec ton traitement. Donc, tu fais une rotation pour le dernier 48 heures de vie. Le méthylphénanyl, à un point moléculaire de 336, est stocké dans les graisses. Il est relâché dans les graisses. Il est métabolisé. Il a des métabolites qui sont inactifs. Et puis, ces métabolites-là ne sont pas excrétés par le rein. On ne s'intoxique pas, même en insuffisance rénale. Le métabolisme est en fait hépatique et je n'ai jamais vu un malade qui avait une insuffisance hépatique telle qu'il ne puisse plus métaboliser le fentanyl.
ça prend 2 hépatocytes et demi et c'est suffisant. Il peut être jaune comme un citron, il va quand même métaboliser le fentanyl de façon normale. Et on en trouve un tout petit peu dans l'urine. Voilà un patient qui a 56 ans, qui a un néo de la surrénale, des métastases de foie, qui a une douleur hépatique importante. On lui donne de l'hydromorphone, il va mieux. Avec un peu plus d'opiacés, la douleur est due à son foie qui se distend en présence de métastases. Le foie, ce n'est pas distensible, donc ça fait mal à maudit. Tu augmentes la douleur, tu augmentes ton opiacé, puis à un moment donné, tu as de bon opiacé, puis là, il est de nouveau parfaitement confortable, mais il prend des pilules de 4 heures ou des pilules. On le met en fentanyl parce qu'on va retourner à la maison. Puis on veut qu'il soit mis de façon... il retourne à la maison avec 37 microgrammes heure de fentanyl. C'est ça qu'on a calculé avec le 70 etc. qu'il devait avoir. Et avec ça, à la maison, il va très bien. Et pendant un mois, il va parfaitement bien. Puis à la maison, il fait un choc septique, il revient à l'urgence. Quand il revient à l'urgence, le docteur le met sous diflucan. Le diflucan, c'est un antifongique. On va donner ça aux gens qui ont du muguet. On va aussi donner ça aux gens qui ont des septicémies à champignons. Mais le monsieur, il a toujours son thème de fentanyl. Le patient devient somnolent. Les docteurs qui sont là vont réduire le fentanyl de 37 à 18. Il est encore surdosé. Là, ils vont arrêter le fentanyl, puis ils vont lui donner du HM content, hydromorphone longue action, et il va de nouveau aller très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le diflucan empêche le métabolisme du fentanyl. Et donc, quand on donne du diflucan, il y a des médicaments à lesquels il faut faire attention. Il y en a 2 particulièrement, le fentanyl et la méthadone. Avec la méthadone, 0 métabolisme. Le malade qui prend du diflucan et qui prend de la méthadone va toujours s'intoxiquer à la méthadone. Donc, tu t'arrêtes toujours ta méthadone quand tu as du diflucan et tu fais attention au fentanyl parce que c'est également vrai avec le fentanyl. Cette observation-là est moins utile pour vous parce que c'est assez peu souvent que je vois donner du diflucan dans une maison de soins palliatifs. Mais ça n'est pas impossible. Ça peut se voir. À l'hôpital, ça se voit plus souvent parce qu'on a des gens qui ont la prescription assez lourde, des docteurs qui sont habitués à des microbiologistes qui connaissent très bien les bébites, qui savent comment les tuer et qui s'intéressent plus quasiment à la bébite qu'au malade. Alors, quand ils voient une bébite, ils donnent un antibébite. Faut-il donner un antibébite? Parce que la question se pose, là. Il y a un espace gris dans lequel il faut qu'on réfléchisse et il faut surtout se dire que ça a des conséquences immédiates sur certains médicaments utilisés pour la douleur. Voilà une histoire intéressante. Cette jeune femme un peu grassette est une ancienne consommatrice. Elle a une vie un petit peu avec des hauts et des bas. Elle a un néo de l'ovaire avec une carcinomatose. Elle fait des subocclusions à répétition. Elle a une dose de fentanyl de 112 microgrammes heure, plus du décadron, et elle est mal soulagée. Le docteur de soins palliatifs va laisser son patch, mais va introduire de la kétamine, 20 mg de kétamine par jour. Et pendant 5 jours, elle n'a plus mal. La kétamine a comment enlever sa douleur. Est-ce la kétamine? Je ne sais pas, mais elle n'a plus mal. Elle sort en ville parce qu'elle demande un congé. Puis là, un samedi soir, elle sort en ville pour aller dans les bars avec ses amis. Elle va revenir à l'hôpital après. Et quand elle revient, elle s'endort profondément. Puis le lendemain, elle dort profondément. Elle respire une respiration à 18, très ample, très rapide. Donc, pas une respiration de surdosage, une respiration rapide, mais une respiration ample. Ça, c'est... On appelle ça une respiration de Kussmaul. Cette respiration, elle est là pour sortir l'acide carbonique qu'on a dans les poumons. Ça, c'est un signe d'acidose métabolique. Puis pourquoi elle a l'acidose métabolique? Parce qu'elle a les membres bleutés, marbrés. Elle a probablement une ischémie musculaire quelque part. Elle fait probablement une acidose lactique. Et cette acidose lactique explique pourquoi elle a une respiration d'acidose ample de Kussmaul. On va dire, écoutez, peut-être qu'elle est surdosée, puis qu'elle a en plus un déficit circulatoire. Ils vont ôter les timbres,
commencer une perfusion avec du dilodide. Donc, ils vont faire une rotation vers le dilodide, puis on va mettre le dilodide en perfusion sous-cutanée. Et puis, voilà, la malade passe une bonne nuit, puis s'éveille, redevient confortable, orienté. Ses jambes vont demeurer bleutées et douloureuses à la mobilisation. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue surdosée? Est-ce que c'est parce qu'on avait mis de la kétamine? Pas impossible. Alors, je vous rappelle que si la douleur est là, on va monter les opiacés jusqu'à ce qu'on ait un bon équilibre. Mais si je mets de la kétamine puis j'enlève la douleur, là, j'ai trop d'opiacés. Et donc, oui, l'introduction de kétamine ou d'un peu de méthadone, très efficace parce que le seul pathway qui restait, c'était le pathway NMDA sensible, est bloqué, bien là, tu vas évidemment causer un surdosage. Tu vas devoir donner moins d'opiacés. Et comme tu es avec un système très lent, qui prend 12 heures à changer, sous forme de timbre, puis c'est long à mettre, puis tu veux aller vite, puis tu ne veux pas changer ça parce que tu veux que le malade ait son congé, on a tendance à surgarder le timbre un peu trop longtemps. Alors, est-ce que c'est la fentanyl et la kétamine? Peut-être que c'est ça qui était la cause, mais ce n'est pas sûr. Et c'est parce qu'ils avaient diminué le décadron. Ils ont diminué le décadron quand la kétamine avait amélioré la douleur. Parce que le décadron, il est là pour enlever la douleur. Pourquoi? Le décadron, ça a un effet anti-inflammatoire. Et donc, les métastases qui sont pleines d'édème, avec le décadron, deviennent plus petites. Elle devient plus petite, elle pousse moins sur les nerfs, donc elle fait moins mal. Et donc, le décadron, si le décadron, par ailleurs, quand tu en donnes, il active le métabolisme des médicaments. Donc, quelqu'un qui prend du décadron métabolise le fentanyl beaucoup plus vite. Si tu enlèves le décadron, il métabolise le fentanyl moins vite, et donc il peut avoir un peu trop de fentanyl. Est-ce que c'est le décadron qui cause le fait qu'il était surdosé en fentanyl? Est-ce que c'est le fait d'avoir baissé le décadron? Mais moi, j'ai une autre hypothèse. Puis mon autre hypothèse, c'est que le samedi soir, elle est allée en boîte, puis cette consommatrice-là, elle a consommé autre chose. Puis l'autre chose, c'est ajouté à son fentanyl. Il faut être très, très conscient là, que nous ne sommes pas certains de ce que les malades prennent. Et surtout quand ce sont des gens qui ont des antécédents de consommation. Cette malade-là, je pense que c'est ça qui est arrivé. Et on n'a pas été capable de faire la preuve. On pourrait. Il suffirait de faire une prise de sang, puis d'envoyer ça dans une machine qui regarde toutes les... Ça se fait, mais ça coûte cher, ça. Puis mon hôpital, comme nous, hôpitaux, ils n'ont pas d'argent pour faire ça, juste pour que le docteur sache qu'est-ce qu'elle a pris comme poison. Si elle veut se tuer, bien qu'elle se tue, là. Il y a une espèce de désintérêt de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que ça coûte très cher pour pas grand-chose, peut-être. Donc, je pense qu'il faut cependant bien se dire, quand on voit un surdosage, bien penser qu'il peut y avoir des éléments que l'on n'a pas contrôlés, qui sont présents en dessous de l'histoire de surdosage. Puis quand on enlève les timbres, il y a encore pour 2 jours de médicaments dedans. Donc, ce timbre-là, il est actif. Je vous montre cette image où un petit gars fouille dans la poubelle de maman, dans la salle de bain, et il va trouver un timbre, comme sur une enveloppe. Il a une petite peau de bébé, très fine, absorbante. Il touche le timbre, et quelques heures après, il dort, parce qu'il s'est intoxiqué au fentanyl. Donc, tu ne mets jamais le timbre dans la poubelle de la salle de bain. Ce que les Américains nous recommandent aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr, mais je suis sûr que c'est une meilleure idée que de le mettre dans la poubelle de la salle de bain. Pourquoi je pense que c'est une bonne idée? Parce que ça va dans l'eau du fleuve, puis là, tu vas avoir des belugas fentanalisés. Est-ce que c'est ça que tu veux? C'est loin d'être sûr. Et donc, il faut, dans une maison comme la vôtre, avoir un protocole pour savoir qu'est-ce que l'on fait avec les timbres usés, pour qu'ils trouvent une solution qui soit une solution appropriée. Je vous remercie. Période de questions. Merci, capitaine. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que quelqu'un savait tout ça? Avez-vous appris quelque chose? Oui, pas beaucoup. Elle a dit un petit peu, pas beaucoup. Non, mais on a appris. Ça refait le tour. Ça refait le tour. Oui, OK. Bon, merci, ça m'intéresse de savoir parce que je vais m'ajuster au niveau de notre auditoire autant que faire se peut.
Avez-vous des questions sur le fentanyl? Ça vous semble clair? Les thèmes vous semblent clairs? Oui, madame. Oui. La question est super intelligente et super difficile. Nous n'avons aucune mesure de l'absorption du fentanyl. C'est toujours quelque chose qu'on guesse. Si on voit quelqu'un qui a un timbre où on pense qu'il n'est pas absorbé, on va calculer combien on va lui donner quand on ne mettra plus de fentanyl. Alors, on peut, si on pense qu'il était bien absorbé, calculer 100 %. Alors, si par exemple, il y avait un timbre de 25, je vais calculer que je devrais lui donner 25 mg de morphine ou l'équivalent par voie sous-cutanée par jour. Okay? Parce que 25 égale 25. Et ce 25-là, je vais le donner en 6 doses de 4 heures. Donc, c'est à peu près 4 mg sous-cutanés de morphine aux 4 heures. Right? Donc, je dis, si je lui donne 4 mg aux 4 heures, ça va être parfait. C'est là que je m'en vais. Donc, si elle absorbe, si son timbre de fentanyl fonctionnait bien, dans le premier 4 heures, je vais lui donner seulement 2 mg. Dans le deuxième 4 heures, je vais lui donner 4 mg. Puis dans le troisième 4 heures, je vais lui donner 6 mg parce que là, je serai arrivé à 0 fentanyl. Dans cette période-là, j'ai un mélange, un reste de fentanyl puis un début de morphine, et puis je suis retrouvé là. Mais si le malade n'absorbe pas pantoute, bien là, je vais le surdoser avec son premier. OK? Donc, je dois faire une opération, savoir est-ce qu'il absorbait. Et pour le savoir, il y a plusieurs façons de le faire, mais une bonne façon, c'est de regarder son histoire d'entredose. Quand tu regardes l'histoire d'entredose, puis tu vois les entredoses qui montent, puis qui montent, puis tu sais qu'il n'absorbait probablement pas. Et s'il n'absorbait pas, bien, ton calcul d'équivalence n'est plus bon. Alors maintenant, tu dis, je vais donner 50 % de la dose équivalente ou 30 % de la dose équivalente. Moi, j'ai tendance à dire, donner 30 % de la dose équivalente et majorer les entredoses. Si vous avez 30 % de la dose équivalente et que ce n'est pas suffisant, puis vous en donnez un peu plus d'entredoses. Puis demain, après-demain, vous réduirez vos entredoses aux 10 %. Mais là, vous lui donnez un petit air d'aller dans lequel, pour qu'il ne souffre pas. Il faut bien se souvenir, ce qu'on veut, c'est que nos malades soient confortables maintenant, pas dans 6 mois. Parce qu'ils ne seront plus là, ils vont être morts dans 6 mois. Donc, ce qu'on fait, c'est le confort maintenant. Ce que je veux maintenant, c'est maintenant. Et pour que ce soit maintenant, ça ne veut pas dire d'y en donner trop, mais ça veut dire donner des entredoses où il puisse en avoir suffisamment si jamais il n'est pas confortable maintenant. Le principe du maintenant est d'une importance capitale. En fait, je pense qu'il ne peut pas y avoir le soin palliatif si on n'est pas axé sur confortable maintenant. Je voudrais vous dire autre chose. La douleur est modulée par nos émotions. Puis quand on est en fin de vie, puis que tout craque, le physique, la douleur, la famille, la fatigue, et ça, c'est une maudite bonne raison pour avoir plus de mal. Et donc, si on veut dire maintenant, il faut que le côté relationnel soit là maintenant. Si le côté relationnel n'est pas là, la piqûre ne le remplacera jamais. Et donc, si tu arrives à calmer le côté relationnel, et ce que tu fais en étant présent, en acceptant la rencontre, tout d'un coup, voilà que cette douleur prend moins de place et tu auras aussi besoin de moins de médicaments. Donc, dans la philosophie du maintenant, elle n'est pas seulement pharmacologique, elle est aussi humaine et relationnelle. Et donc, il faut que tu trouves une façon d'établir ta relation avec lui, avec elle, puis que ce soit une relation unique dans laquelle tu sois véritablement engagé et d'une telle qualité que ça aide à sa douleur existentielle, qui est inévitable, qu'on va tout avoir un jour ou l'autre. Là. Mais elle n'est pas la même si on n'est pas tout seul. Et donc, personne ne doit mourir tout seul. Jamais.